Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. Ce que tu as aujourd'hui est le reflet exact de qui tu es, pas de ce que tu rêves ni de ce que tu publies. La vie ne négocie pas avec des désirs vides, ni avec des affirmations devant le miroir. Elle répond sans pitié à la vibration et à l'identité que tu maintiens, même quand personne ne te regarde. Peu importe combien de livres tu lis, ni combien de conseils tu cherches, si tu n'oses pas démonter les habitudes et les pensées qui te gardent au même endroit. La véritable transformation n'est pas un tour de motivation, ni un relooking pour les réseaux sociaux. C'est un processus exigeant, souvent inconfortable, où chaque pensée, chaque réaction et chaque décision font partie du coût que tu es prêt à payer pour une vie différente. Le stoïcisme nous rappelle quelque chose de brutalement simple. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Arrête de chercher des raccourcis, des formules miracles ou des excuses externes. Si tes résultats ne te plaisent pas, alors reprogramme ton mécanisme mental et ajuste ta discipline. La cohérence est le filtre le plus brutal de la réalité. Ce que tu penses et ce que tu fais, tôt ou tard, s'alignent et définissent ton destin. Ici, il n'y a pas de secret, il y a de la responsabilité. Aujourd'hui, je te défie de cesser d'être l'otage de tes impulsions et de prendre le contrôle de ton énergie intérieure. Car si tu n'es pas capable de gouverner ton monde intérieur, l'extérieur ne changera jamais pour toi. 1. Sois cohérent entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Il n'y a rien de plus destructeur que de vivre divisé à l'intérieur. Si votre esprit va d'un côté et vos actions de l'autre, vous n'êtes rien d'autre qu'une contradiction sur pattes. C'est simple, personne ne respecte quelqu'un qui dit une chose et en fait une autre, et la vie non plus. Le prix de l'incohérence est extrêmement élevé, même si vous voulez l'ignorer. Cela vous vole de l'énergie, fragmente votre identité et vous laisse toujours à mi-chemin. Assez de vous justifier avec des phrases comme « je ne suis pas encore prêt » ou « quand les conditions seront réunies, je le ferai ». C'est la voie de l'auto-tromperie, celle qui vous maintient à tourner en cercles invisibles pendant que les jours passent et que rien de réel ne change. Le premier pas vers toute transformation profonde est de cesser de négocier avec votre propre voix intérieure. Si vous savez que quelque chose est juste, faites-le. Si quelque chose vous détruit, laissez-le. Point. Ne cherchez pas de raccourcis mentaux ni d'excuses sophistiquées pour continuer à retarder ce que vous savez que vous devez affronter. Il y a une dette qui s'accumule chaque fois que vous trahissez ce que vous pensez. C'est une fracture dans votre caractère et un poids qui finit par écraser votre estime de soi. La cohérence n'est pas un luxe, c'est la base sur laquelle repose tout le reste. Quand ce que vous pensez, ressentez et faites est aligné, vous cessez de traîner ce sentiment d'agir pour les autres ou de nécessiter une validation externe. Vous êtes vous-même, vraiment, sans fioritures ni masques empruntés pour vous intégrer. Beaucoup de gens vivent préoccupés par ce qu'ils semblent en public et se permettent 1000 contradictions en privé, comme si l'univers ne prenait pas note. Mais cette double vie vous coûte cher, même si vous pensez que personne ne le remarque. La véritable discipline commence lorsque vous cessez de vous trahir dans les petits détails, dans ce que personne ne voit. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la vérité, vous vous affaiblissez de l'intérieur. Et ensuite, vous ne comprenez pas pourquoi tout vous coûte le double, pourquoi les résultats n'arrivent pas ou vous échappent des mains. Il n'y a pas de magie. Il y a de la cohérence où il n'y a rien. Ne vous laissez pas tromper par les discours motivationnels bon marché qui vous disent que désirer quelque chose suffit. Vouloir ne sert à rien si votre comportement quotidien contredit ce désir. Celui qui veut être en paix mais passe sa journée à nourrir des pensées toxiques, celui qui rêve de santé mais s'auto-détruit avec des habitudes misérables, celui qui demande l'abondance mais vit dans la rareté et la peur. Tous sont incohérents et pour cela, la vie leur répond avec la même monnaie. Vous ne recevez que ce que vous êtes capable de soutenir avec votre vibration et vos actes, pas avec vos belles paroles. La cohérence est la véritable autorité.
Personne ne peut vous acheter du respect, ni à vous-même, ni aux autres, si vous n'êtes pas congruent. Commencez à entraîner la cohérence comme un muscle. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de réduire chaque jour la distance entre ce que vous savez et ce que vous faites. Oui, cela va faire mal à de nombreuses reprises. Oui, cela nécessitera que vous renonciez à des plaisirs immédiats, à justifier vos faiblesses et à supporter l'inconfort de vous regarder en face sans anesthésie. Mais le résultat est la liberté intérieure. Chaque décision cohérente renforce votre caractère et vous rapproche de cette version de vous qui n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit, car sa seule présence transmet la vérité. Vous voulez une vie différente? Commencez par ne plus vous trahir. Sans cohérence, tout ce que vous ferez ne sera qu'une façade. Avec cohérence, tout devient possible. 2. Prends soin de ton énergie. Élimine les excuses internes. Tu te réveilles après une nuit courte, tu traînes jusqu'à la cuisine à la recherche de café, tu ouvres ton téléphone et l'écran te lance une avalanche de messages, de tâches et de demandes externes. Le corps réclame 5 minutes de plus. L'esprit négocie une autre excuse. Aujourd'hui non, je commence sérieusement demain. Tu le sais, ce n'est pas la première fois. Tu t'es promis de prendre soin de ton énergie, de laisser derrière toi les habitudes qui te drainent. Mais te voilà encore une fois, reportant, justifiant, te donnant la permission de rester comme ça. Cette scène, si commune et silencieuse, est la racine de tout épuisement. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. C'est cette voix qui trouve toujours une raison de ne pas agir, de ne pas rompre avec le confort automatique de ce qui est connu. Et si tu t'arrêtes pour regarder de près, tu verras que la fatigue qui t'accompagne n'est pas seulement physique. C'est une saturation interne d'excuses, de pensées circulaires et de petites décisions qui s'accumulent en une montagne d'épuisement invisible. Ainsi s'écoule ta vie, à accumuler des micro-trahisons contre ta propre énergie, à hypothéquer ta vitalité pour quelques minutes de plaisir immédiat ou par peur de te sentir mal à l'aise. Prendre soin de son énergie n'est pas un conseil superficiel, c'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas aspirer à une vie puissante si tu continues à te saboter dans les choses les plus basiques. Sommeil, alimentation, repos mental, limites claires. Le corps est ton premier territoire de discipline. Si tu le maltraites, si tu le remplis de stimuli toxiques, si tu lui refuses l'essentiel, tout le reste s'effondre. Mais la racine de cette négligence se trouve presque toujours dans le dialogue interne. Ce murmure constant qui minimise les dégâts, qui te dit qu'il n'y a pas de problème pour une fois, que demain sera différent. Cette narration te piège dans un cercle sans fin, car chaque excuse répétée affaiblit ta volonté et t'habitue à négocier toujours vers le bas. Les véritables chaînes sont mentales. Si tu ne les brises pas, aucune nouvelle habitude ne tiendra plus d'une semaine. Le mécanisme est astucieux. Tu te convaincs que tu as besoin d'être motivé pour commencer, que la fatigue justifie tout abandon, que les autres ont plus de chance, plus de temps, moins d'obstacles. Mais la réalité est beaucoup plus simple et brutale. Ton énergie dépend de ce que tu tolères et de ce que tu choisis chaque jour, pas de ce que tu prévois ni de ce que tu rêves. La vie te répond selon tes standards, pas selon tes intentions. Si tu acceptes des excuses internes, c'est ce que tu multiplies dans tous les aspects. Relations médiocres, résultats médiocres, état d'âme médiocre. La qualité de ton énergie détermine la qualité de ta vie. C'est une loi interne que personne ne peut éviter. Jusqu'à quand vas-tu continuer à reporter le moment de te prendre au sérieux? La discipline n'est pas un acte héroïque. C'est la somme de décisions inconfortables, répétées encore et encore, jusqu'à ce que ton identité ne négocie plus avec la paresse ni avec l'autocompassion. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être honnête. Ce que tu laisses passer aujourd'hui est le standard qui s'installe demain. Le véritable soin de soi n'est pas de se donner des permissions, c'est de se demander ce qui est nécessaire pour soutenir la vie que tu dis vouloir. L'énergie se préserve dans l'invisible, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu consommes avec les yeux, la langue et l'esprit, dans ce que tu permets de t'habiter chaque jour.
Il n'y a pas de raccourci. Soit tu te renforces, soit tu t'épuises. Chaque excuse interne que tu tolères est une fuite, et chaque fois que tu l'élimines, tu regagnes du pouvoir. Choisis de cesser de négocier avec tes propres faiblesses. Arrête de demander à la vie de te donner ce que tu sabotages toi-même. La transformation commence lorsque tu assumes que ton énergie est ton capital le plus précieux et que personne, absolument personne, ne va la protéger pour toi. Fais-le inconfortable. Fais-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne ta nouvelle base, car c'est seulement là que commence le véritable changement. 3. Construisez votre identité avec des habitudes quotidiennes. Je vais être honnête. Pendant longtemps, j'ai résisté à l'idée que mon identité n'était pas une vérité établie, mais une somme de choix quotidiens, dont beaucoup étaient si automatiques que je ne réalisais même pas comment ils me définissaient. L'auto-tromperie est subtile. Vous vous répétez que vous êtes comme ça, que vos réactions font partie de votre caractère, que certaines habitudes vous correspondent simplement. Mais si vous regardez avec une brutalité sincère, vous réalisez que chaque petit acte, chaque décision apparemment insignifiante, façonne silencieusement la manière dont vous vous percevez et vous comportez. Vous n'êtes pas vos intentions, vous êtes ce que vous maintenez. L'identité n'est pas un joli récit pour se sentir mieux. C'est un solde accumulé d'habitudes, de cohérence, de renoncements inconfortables et d'engagements tenus même lorsque personne n'applaudit. C'est la vérité qui est la plus difficile à affronter, car cela implique que vous ne pouvez blâmer personne d'autre pour le résultat. Celui que vous êtes aujourd'hui s'est construit pas à pas avec les routines que vous avez tolérées et celles que vous avez voulu briser mais que vous n'avez pas faites. La construction de l'identité est un processus beaucoup moins romantique que ce que vendent les livres de développement personnel. Il ne s'agit pas de visualiser, de répéter des affirmations ou d'attendre des révélations spectaculaires. Il s'agit de systématiser des comportements, de mettre en pilote manuel ce que le pilote automatique sabote depuis des années. Les habitudes sont des briques, personne ne va les placer pour vous. Si vous choisissez chaque jour la procrastination, la plainte, le désordre, l'autocompassion, que cela vous plaise ou non, cela devient la matière première de votre identité. Chaque fois que vous répétez un comportement, aussi petit soit-il, vous renforcez un chemin mental. Le cerveau apprend vite ce que vous répétez et devient accro à cette inertie. Il ne s'agit pas de chercher l'habitude parfaite, ni de tout changer d'un coup, mais de comprendre que chaque action habituelle est un vote silencieux pour la personne que vous choisissez d'être. Votre identité est la somme de vos choix répétés. C'est la phrase que personne ne veut entendre car elle élimine le réconfort du hasard. Si vous voulez changer votre vie en profondeur, la première chose à faire est d'identifier quelles habitudes soutiennent la version de vous que vous ne tolérez plus et lesquelles vous rapprochent, même un peu, de la version que vous respecteriez. C'est ici que la plupart se perdent. Elles veulent de nouveaux résultats avec de vieilles habitudes. Elles espèrent attirer l'abondance, le calme, le respect, la plénitude, tout en maintenant des routines qui ne renforcent que la médiocrité, l'auto-abandon et la réactivité émotionnelle. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a une répétition consciente. Le véritable changement ne se produit pas lorsque vous vous sentez inspiré. Il se produit lorsque vous agissez différemment, alors que votre esprit supplie pour le vieux plaisir immédiat. L'inconfort est la preuve que vous sortez de l'ancienne identité. Chaque fois que vous parvenez à maintenir une décision inconfortable dans le temps, vous minez le terrain du personnage automatique et ouvrez de l'espace pour celui que vous voulez vraiment être. Faites-le simple. Choisissez une petite habitude, mais faites-la quotidiennement sans excuse. Il ne s'agit pas d'héroïsme, mais de constance. Un jour ne change rien, mais 100 jours consécutifs vous changent. Et si vous trébuchez, si vous échouez, le véritable entraînement réside dans le fait de ne pas négocier l'abandon. Le problème n'est jamais de tomber. Le problème est d'installer le récit selon lequel tomber est une raison pour revenir au point zéro. L'identité se renforce avec chaque répétition, pas avec chaque tentative parfaite. C'est une bataille silencieuse.
sans spectateur ni récompense immédiate. Mais c'est la seule qui en vaille la peine, car c'est ainsi que votre vibration, vos résultats et votre estime de soi cessent de dépendre du hasard ou de la validation externe. Ne cherchez pas de raccourcis ni de formules magiques. L'identité se forge avec de vraies habitudes, soutenues dans l'inconfort du quotidien. Si vous voulez du respect de soi, construisez-le avec des décisions qui ne trahissent pas ce que vous savez que vous devez faire. Chaque petite action ajoute ou retire du pouvoir. Là, sur ce terrain silencieux, se définit qui vous êtes vraiment. 4. Maîtrisez vos réactions avant d'agir. Vous traversez une rue aux heures de pointe, le feu passe au rouge et la foule avance comme un courant serré. Quelqu'un vous pousse par derrière, ne vous regarde pas, continue son chemin. Vous sentez la chaleur monter dans votre poitrine, la mâchoire se contracte, les poings se ferment presque par réflexe. Dans ce micro-instant, la réaction automatique se manifeste, l'envie de lâcher un mot acerbe, de réclamer, de rendre le coup. Mais à peine vous arrêtez-vous pour observer cet élan, vous découvrez son véritable visage. Ce n'est même pas le vôtre, c'est un reflet appris, une chaîne de réactions héritées qui s'active sans permission. C'est ainsi que fonctionnent la plupart de vos réponses quotidiennes, comme des ressorts qui sautent parce que quelqu'un d'autre a appuyé sur le bon bouton. Si vous n'entraînez pas cette pause avant d'agir, vous vivez comme une marionnette de vos émotions, entraîné par l'inertie de chaque stimulus externe. Maîtriser vos réactions ne consiste pas à vous réprimer, mais à diriger l'énergie qui émerge avant qu'elle ne vous possède. Sur le visage d'une personne qui reçoit une critique inattendue se dessine une séquence révélatrice. D'abord, les sourcils se froncent, les lèvres se tendent, les yeux se rétrécissent comme s'ils se préparaient à la défense. C'est le corps qui avertit qu'il se sent attaqué, même avant que l'esprit ne traite ce qui se passe. Si vous cédez à ce premier mouvement, vous vous condamnez à réagir depuis la blessure, non depuis la conscience. La plupart des discussions inutiles, des regrets, des cycles de culpabilité naissent dans cet espace minuscule, entre le stimulus et la réaction. Cet intervalle que presque personne ne respecte, car nous nous sommes entraînés à répondre par impulsion et à le justifier ensuite. La véritable force se mesure dans cet instant, quand vous pouvez sentir la vague monter à l'intérieur, mais choisissez de ne pas vous laisser emporter. C'est un acte silencieux, presque invisible de l'extérieur, mais c'est là que se forge la maîtrise personnelle. Un visage qui respire profondément avant de répondre, des épaules qui se détendent au lieu de se recroqueviller, un regard qui s'adoucit lorsqu'il attend d'être blessé. Ces petits gestes sont des signes que le contrôle est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Répondre n'est pas la même chose que réagir. Cette ligne sépare celui qui vit dirigé par ses blessures de celui qui vit dirigé par sa vision. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni d'engloutir tout. Il s'agit de choisir la qualité de votre réponse, de ne pas céder le contrôle de votre vie à quiconque ou à toute situation qui décide d'appuyer sur vos boutons. Chaque fois que vous freinez l'impulsion et vous donnez 2 secondes de plus pour observer ce qui émerge, vous reprenez autorité sur vous-même. Cet espace de pause est votre véritable liberté. Là, vous pouvez décider si votre réaction ajoute ou retire du pouvoir, si elle renforce l'identité que vous souhaitez construire ou vous ramène à la version automatique que vous avez tant de mal à laisser derrière vous. La maîtrise intérieure commence dans le microscopique. Ce n'est pas dans les grandes crises que se forme la maîtrise, mais dans la minutie, dans la façon dont vous répondez à une critique, à un retard, à une mauvaise nouvelle, à l'erreur d'autrui ou à la vôtre. Tout votre caractère se sculpte dans ces instants anodins où vous avez l'option d'exploser ou de respirer. Si vous vous observez de l'extérieur, vous verrez que les gestes comptent plus que les intentions. Une bouche qui sourit au lieu de grogner, un dos qui se redresse au lieu de s'affaisser, une voix qui baisse le volume au lieu de s'enflammer. L'autocontrôle est un pouvoir silencieux. Ce que vous ne maîtrisez pas dans le petit déborde dans le grand. Entraînez la pause, faites-en votre refuge, car seul celui qui maîtrise ses réactions peut choisir son destin. Tout le reste n'est que bruit.
5. Renforce ton corps, respecte ta présence. Ton corps n'est pas un ornement, c'est la base de tout ton pouvoir. Et si tu le traites comme un objet de seconde zone, ne t'attends pas à construire quoi que ce soit de solide dessus. Il y a ceux qui parlent à tort et à travers de transformation personnelle, de spiritualité et d'énergie, mais qui continuent d'exiger d'un corps qu'ils ont maltraité, négligé ou ignoré pendant des années. Ça ne fonctionne pas comme ça. Prétendre que tu peux aspirer à une vie extraordinaire tout en te contentant d'habitudes misérables, de repos insuffisant, d'aliments qui t'éteignent, de postures qui te courbent, c'est le plus basique et le plus lâche des auto-illusions. Le corps est la scène où se joue ton destin. Tu ne peux pas négocier avec ça. Tu peux mentir à ton esprit, tu peux déguiser tes émotions, mais le corps te réclame toujours la facture complète, sans réduction ni délai. Arrête de te cacher derrière des excuses comme le manque de temps, la fatigue ou la génétique. Chaque fois que tu répètes ce discours bon marché, tu renforces l'idée que tu es une victime des circonstances et non l'architecte de ta présence. Celui qui se néglige à l'extérieur se néglige à l'intérieur. Ce que tu tolères dans ta chair, tu le multiplies dans ton caractère. Il ne s'agit pas d'esthétique ni de standards extérieurs. Il s'agit de respect de soi. Si tu te permets de vivre dans un corps faible, courbé, saturé de toxines et dépourvu de vitalité, crois-tu vraiment que tu vas soutenir de grands projets, des relations profondes ou des décisions difficiles? Tu ne peux pas demander à la vie de l'intensité si tu t'éteins toi-même dans l'élémentaire. Ce que tu ne renforces pas, t'abandonne. C'est la vérité que personne ne veut entendre, parce qu'elle oblige à regarder en face la paresse, l'autocompassion et les habitudes autodestructrices qui te tirent vers le bas. La présence n'est pas un discours, c'est un résultat. Elle se remarque dans la façon dont tu entres dans une pièce, dans la manière dont tu habites ton espace, dans la façon dont tes mouvements communiquent de la sécurité ou le doute. Un corps entraîné, soigné et respecté n'est pas seulement plus fort. Il est plus difficile à manipuler, plus résistant à la pression, moins réactif au stress. La discipline physique n'est pas optionnelle si tu veux du respect authentique, ni de la part des autres, ni de toi-même. Tu veux de la clarté mentale, mais tu intoxiques ton organisme chaque jour. Tu veux du magnétisme, mais tu ne supportes même pas 5 minutes d'inconfort physique. Tu veux des résultats exceptionnels, mais tu te permets des routines médiocres qui te drainent d'énergie. Comme ça, il n'y a pas de miracle. Ne te laisse pas tromper en attendant de te sentir prêt pour commencer. Personne ne se sent motivé au départ parce que le corps est programmé pour rechercher le confortable et le connu. L'inconfort initial est le filtre qui élimine ceux qui ne parlent que de changement et distingue ceux qui le construisent vraiment. Chaque goutte de sueur, chaque minute de sommeil récupéré, chaque aliment qui nourrit au lieu de drainer est un investissement qui ne se perd pas. C'est la base qui soutient tout le reste. Aussi simple que cela, aussi brutal. Ne cherche pas à sauter l'étape inconfortable, car c'est là que se forge la véritable présence, celle qui ne peut pas être feinte ni achetée. La question est directe et ne souffre pas de détour. Combien de temps vas-tu encore justifier de vivre dans un corps que tu trahis chaque jour? La réponse, tu la vois déjà dans le miroir et dans ton énergie. Tu n'as pas besoin de plus de théorie, tu as besoin d'une action soutenue, d'un respect de base, d'une discipline quotidienne. Parce que si tu ne commences pas par ton corps, tout le reste n'est qu'un château de cartes attendant le premier souffle pour s'effondrer. Respecte ta présence ou cesse d'exiger de la vie ce que tu n'es pas prêt à soutenir toi-même. Sans corps fort, il n'y a pas d'identité forte. Sans présence, il n'y a pas d'autorité. C'est la racine. 6. Vis aujourd'hui comme la personne que tu veux être. La vérité la plus inconfortable est celle-ci. Personne ne devient la personne qu'il souhaite être en attendant qu'un jour, quelque chose change à l'extérieur. Tu continues à remettre ta propre vie à plus tard, parce que tu crois que tu as d'abord besoin de conditions idéales, de validation ou d'un signe magique. Mais ce que tu n'oses pas regarder en face, c'est qu'à chaque jour, tu choisis déjà qui tu es, à travers tes actions, tes réponses et les limites que tu tolères. L'avenir n'arrive pas par magie. Tu le construis
ou tu le sabotes avec chaque décision que tu prends aujourd'hui. La différence entre la version de toi que tu admires et celle que tu es actuellement n'est pas une question de chance ni de talent. C'est la somme de micro-décisions inconfortables que tu laisses passer par peur de te sentir imposteur. Tu vis enfermé dans l'idée que tu dois d'abord avoir confiance, clarté ou résultat pour commencer à agir comme cette personne que tu imagines, mais tu ne réalises pas que la confiance n'apparaît que lorsque tu te soutiens dans l'acte, pas dans la fantaisie. Si tu prends le temps d'analyser tes pensées lorsque tu fais face à un moment décisif, tu verras que l'esprit a tendance à lancer des arguments pour te protéger de l'inconfort. Je ne suis pas encore prêt. La prochaine fois, je ferai mieux. Ce n'est pas si grave si je cède aujourd'hui. C'est ce mécanisme qui te maintient petit, car intérieurement, tu es toujours identifié à ta version passée, celle qui survit, celle qui évite les erreurs, celle qui ne dérange personne. Changer ce récit interne est ce qu'il y a de plus difficile, car cela implique de renoncer au confort de ce que tu connais et de commencer à agir sans garantie, sans applaudissement, sans certitude. Mais c'est seulement ainsi que le cerveau apprend une autre possibilité. C'est seulement ainsi que l'ancienne identité commence à perdre de sa force. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer à vivre comme la personne que tu veux être. Tu dois oser supporter l'inconfort d'agir différemment, même si ta voix tremble, même si tu sens que tu ne corresponds pas encore. L'identité s'entraîne dans la pratique, pas dans la théorie. C'est la frontière que la plupart des gens ne franchissent jamais. Le plus grand piège est d'attendre de te sentir prêt intérieurement. Cette attente est infinie, car l'esprit est conçu pour te protéger de la douleur, et tout changement réel fait mal. Chaque fois que tu reportes une action alignée avec ta vision, tu renforces la croyance que tu n'es pas encore suffisant. Et ce cycle devient une habitude. Tu t'habitues à rêver grand et à agir petit, à beaucoup planifier et peu exécuter, à justifier ce qui te fait du mal. Le véritable tournant se produit lorsque tu décides de cesser d'écouter cette narration interne qui te rend enfantin et que tu commences à agir selon le standard que ta vision exige, pas selon le confort de ton passé. Oui, l'inconfort sera là. Oui, tu vas sentir le poids de la contradiction jusqu'à ce que la nouvelle habitude commence à s'ancrer. Mais chaque jour où tu choisis de vivre aujourd'hui comme la personne que tu veux être demain, même si c'est dans un seul détail, tu romps avec le mécanisme automatique qui te maintient le même. Tu n'as pas besoin d'un cadre parfait pour commencer à incarner ta nouvelle identité. Tu as besoin de courage pour supporter l'inconfort de te sentir hors de place et pourtant agir. Le respect de soi ne se construit pas en regardant des vidéos motivationnelles ni en attendant le moment adéquat. Il se construit dans les minutes où tu choisis de répondre avec la dignité, la discipline ou l'honnêteté de cette version future, même si à l'intérieur, tout tremble. Fais-le comme si tu étais déjà cette personne. C'est là que commence le véritable changement. Il n'y a pas de raccourci. Si aujourd'hui tu te comportes comme celui que tu veux être, même si c'est inconfortable et silencieux, la réalité commence à s'ajuster à cette fréquence. Le reste n'est qu'attente stérile, auto-tromperie et temps perdu. 7. Abat les croyances qui te limitent. Tu ouvres ton portefeuille et t'arrêtes devant le comptoir, comptant des billets avec un calcul mental qui te limite avant même de demander le prix. Tu vois une nouvelle opportunité au travail, mais ton esprit te rappelle déjà la peur de l'échec et le souvenir de la dernière fois que tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné. Tu entres dans une conversation et choisis de te taire, même si au fond de toi, tu sais ce que tu devrais dire. Car une voix automatique t'avertit que tu n'es pas assez, que personne ne se soucie de ce que tu penses. Ainsi, chaque jour, presque sans t'en rendre compte, tu navigues ta vie à travers des filtres invisibles qui déforment ta perception des possibilités et de la réalité. Ces croyances limitantes ne sont pas seulement des phrases isolées dans ta tête. Ce sont des mécanismes actifs qui conditionnent tes choix, distordent ta perception de ce qui est possible et te lient à un scénario que tu n'as même pas écrit. Ce que personne ne te dit, c'est que la plupart de ces idées
ne sont pas nées avec toi. Elles sont le résultat d'années d'éducation, de répétitions familiales, d'expériences difficiles, de messages sociaux et de moments où tu as ressenti que l'échec était trop dangereux. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu cesses de les remettre en question. Elles deviennent le manuel opérationnel de ton cerveau, le filtre automatique par lequel tu passes chaque décision, chaque relation, chaque objectif. Il n'est pas surprenant que la plupart des gens restent coincés dans le même type de vie, année après année, même s'ils ont changé de ville, de partenaire ou de travail. La véritable limite n'est pas à l'extérieur, elle vit dans les croyances que tu n'oses pas confronter. L'esprit enchaîné fabrique des vies petites. C'est l'une de ces vérités inconfortables que personne ne veut regarder en face, car cela implique que la liberté dépend d'un nettoyage intérieur et non d'un coup de chance. Lorsque tu décides de renverser une croyance limitante, la tâche n'est pas seulement intellectuelle. Il ne suffit pas de répéter des phrases positives ou de lire des livres de développement personnel. Il faut identifier le mécanisme complet. Quelle situation active l'idée limitante? Quelle émotion l'accompagne? Quel comportement renforce ce cycle? Par exemple, si chaque fois que tu penses à te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ressens de l'anxiété et te souviens d'un échec passé, observe comment ton corps se referme, comment ton dialogue intérieur devient critique et comment finalement tu abandonnes avant d'essayer. Le cycle se répète, non pas parce que tu es faible, mais parce que l'esprit préfère ce qui est connu, même si cela te sabote. C'est un système d'autoprotection obsolète qui ne sert qu'à te maintenir dans la zone où rien ne te met à l'épreuve. C'est là que ta vie devient prévisible, monotone et au fond frustrante. La seule façon de briser ce schéma est d'agir avant que la croyance ne décide pour toi. Reconnais la phrase automatique, ressens l'émotion inconfortable et, à ce moment-là, choisis une action minimale qui contredise l'ancienne narration. Cela ne doit pas être un saut héroïque. Il suffit de maintenir une petite décision qui montre au cerveau qu'une autre réalité est possible. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis le cycle et ouvres un espace pour une nouvelle identité. Ici, il ne s'agit pas de te convaincre avec des affirmations vides, mais de construire des preuves réelles en faveur d'une version de toi plus libre. Ta vie ne s'améliore pas avec de jolies pensées, mais avec des preuves concrètes. C'est ce qui transforme l'autoperception et peu à peu la réalité externe. Les croyances limitantes ne perdent de pouvoir que lorsque tu cesses de leur obéir. Elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu agis malgré elles, la distance entre ton potentiel et ta vie se réduit. Ce processus est inconfortable, oui. Il exige une honnêteté brutale et de la patience, car il implique de désinstaller de vieux mécanismes et de tolérer l'incertitude du nouveau. Mais si tu ne le fais pas, tu continueras à vivre dans une marge imposée par l'histoire des autres et non par ton véritable désir. La clé est de regarder en face ce qui te conditionne et de décider, encore et encore, que tes croyances ne sont pas une condamnation, mais seulement un point de départ. La transformation commence lorsque tu cesses d'attendre la permission d'être celui que tu peux vraiment devenir. 8. La transformation réelle nécessite une patience constante. Je ne sais combien de fois je me suis surpris à regarder l'horloge, attendant que le changement se remarque d'un jour à l'autre, comme si tout l'effort interne devait se refléter immédiatement dans le monde visible. Il y a une impatience âpre qui s'installe dans la poitrine, un mélange de frustration et de fatigue lorsque tu vois que, malgré tout ce que tu essaies de déconstruire à l'intérieur, à l'extérieur, il semble que rien ne change. Tu te lèves chaque matin avec une intention claire, tu répètes les habitudes, tu choisis avec effort de répondre différemment, mais l'environnement ne se plie pas à ta volonté. Les gestes sont petits. La tasse de café que tu tiens en consultant une liste de choses à faire qui ne finit jamais, la mâchoire serrée après avoir reçu une mauvaise nouvelle, le corps tendu devant le miroir se demandant si cela vaut vraiment la peine de faire tant de sacrifices. Et bien que le discours motivationnel sonne bien dans ta tête, la réalité est que le processus est lent, presque invisible. Et c'est là que la patience devient l'épreuve la plus brutale de toutes. L'esprit veut des résultats immédiats, mais le corps et la vie fonctionnent sur une autre fréquence.
Tu sens comment l'anxiété s'infiltre dans les épaules, dans la respiration, dans la façon dont tu marches plus vite, juste pour sentir que tu avances. Le désir d'accélérer tout cela est presque physique, comme une pression dans la poitrine qui te pousse à chercher des raccourcis, à te demander s'il n'y aurait pas un chemin plus facile, une formule secrète pour te réveiller un jour et sentir que tu es déjà une autre personne. Mais la vérité est qu'aucun changement réel ne respecte ce rythme artificiel. Il y a des jours où il semble que tu as fait un pas en arrière, où les vieilles habitudes reviennent avec plus de force, où la version ancienne de toi-même réapparaît, comme si elle voulait te rappeler qu'il n'est pas si facile de la laisser derrière. Tu te vois réagir de la même manière, tomber dans les mêmes pièges mentaux, et la tentation d'abandonner se sent comme un soulagement immédiat. Ce que personne ne te dit, c'est que la transformation authentique est comme semée dans une terre aride. Tu te salis les mains, tu transpires l'attente, et pendant longtemps, tu ne vois que la surface sèche. Chaque petit acte de discipline, chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la réaction automatique, chaque habitude maintenue même sans témoin, est une graine qui semble ne pas porter de fruits. Mais la racine pousse d'abord dans l'invisible, et le caractère se construit dans ce terrain souterrain où personne n'applaudit. Tu te donnes à fond à la salle de sport quand le corps demande à rester au lit. Tu choisis de la nourriture réelle quand l'esprit demande un plaisir immédiat. Tu dis non à la distraction, même si la solitude pèse. C'est là que se mesure la patience, dans le fait de soutenir le processus, même si tu ne peux pas te vanter de résultats, ni obtenir de récompenses rapides. Le temps est le véritable filtre du changement. Seul celui qui supporte cette lenteur construit une transformation qui ne s'effondre pas au premier coup. L'impatience est le sabotage le plus subtil. Elle te convainc que si tu ne vois pas de résultat, rien ne fonctionne. Mais la réalité est que le changement interne s'accumule toujours en silence, comme un investissement qui ne montre des intérêts qu'après beaucoup de temps. Chaque répétition, chaque limite que tu maintiens, chaque fois que tu choisis l'inconfort constructif, tu es en train de sculpter une identité qui ne dépend pas de la reconnaissance externe. Les gens veulent de la magie, mais ce qui te transforme, c'est la constance brutale, cette obstination silencieuse de ne pas abandonner le processus lorsque la motivation s'éteint. La patience est une discipline soutenue dans le vide. Et dans ce vide se forgent ceux qui parviennent vraiment à soutenir une vie différente. Tu n'as à prouver quoi que ce soit à personne, même pas à toi-même, à chaque étape. La seule chose que le processus te demande, c'est de supporter l'inconfort, d'avancer lentement, de ne pas voir de résultats immédiats, de faire confiance au fait que ce que tu sèmes aujourd'hui sera ta récolte inévitable demain. Ce n'est qu'ainsi que la transformation cesse d'être un désir et devient une réalité que aucun revers ne peut arracher. Patience constante, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui en valent la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le 1er janvier ne transforme personne. Tu te réveilles avec le même esprit, les mêmes habitudes, la même dette envers toi-même. Le calendrier ne change que de numéro, mais ta vie ne redémarre pas par magie. Dehors, tout le monde parle de résolution et de nouvelles versions de soi-même, mais cette euphorie massive est une anesthésie. Elle te vend l'illusion qu'il suffit de promettre pour être différent. La vérité est que le changement n'arrive pas avec des applaudissements ni des likes, ni avec des listes écrites à l'aube. Personne ne va te sauver de ta propre inertie. Nouvelle année, nouvelle vie est une phrase vide quand il n'y a pas d'action réelle derrière. Ce qui détermine ton année, ce n'est pas la motivation éphémère de janvier, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand l'enthousiasme s'estompe et qu'il ne reste que la discipline. La philosophie stoïque ne te promet pas de miracle. Elle exige une responsabilité absolue et le courage de regarder en face tes fractures internes.
Il n'y a pas de raccourci. La transformation commence quand tu cesses de négocier avec toi-même et que tu agis, même avec fatigue, même avec peur. Fais-le même si le monde reste endormi. La plupart échouent en janvier parce qu'ils attendent que l'environnement fasse le travail inconfortable. Tu peux transformer cette passivité collective en avantage si tu agis maintenant. N'attends pas de signes extérieurs. Personne ne se souvient de ceux qui ne font que planifier. Souviens-toi de ceci. L'action silencieuse vaut plus que 1000 promesses. Le temps ne revient pas. Ta souveraineté commence le jour où tu cesses de te mentir. 1. Briser l'illusion du changement instantané. Le changement instantané n'existe pas. Peu importe combien vous le désirez, peu importe combien les publicités de salles de sport, d'applications ou les gourous du développement personnel le promettent. Se réveiller le 1er janvier ne vous transforme pas en quelqu'un de différent. Vous êtes exactement la même personne qui s'est endormie le 31 avec les mêmes schémas mentaux, les mêmes peurs, les mêmes excuses et le même historique de décisions reportées. La date sur le calendrier n'est pas un interrupteur magique, mais on vous a vendu cette fantaisie jusqu'à en faire une excuse collective pour ne rien faire de réel. Jusqu'à quand allez-vous continuer à tomber dans ce piège bon marché ? Restez à attendre que l'environnement, l'enthousiasme général ou la pression sociale vous entraînent vers une version améliorée de vous-même et la définition exacte de l'auto-tromperie. Ici, il n'y a pas de miracle, juste une accumulation de petites trahisons envers vous-même chaque fois que vous reportez, chaque fois que vous justifiez votre inertie sous le drapeau du nouveau cycle. Vous n'avez pas un nouveau départ, vous avez une vieille opportunité déguisée. Si vous vous accrochez à l'idée que le simple passage du temps vous transformera, vous alimentez seulement votre propre faiblesse. C'est confortable, presque addictif, de jouer à croire qu'il suffit de le désirer fortement ou de l'écrire dans un nouveau carnet pour que le changement se produise. Mais la vérité est violente. Le changement réel est antipathique, exige de l'inconfort, coûte des efforts et nécessite que vous déclariez la guerre à votre propre paresse. L'illusion du changement instantané est le piège parfait, car elle vous permet de vous sentir actif, tout en restant statique. Elle vous laisse poser en personne motivée, sans lever le petit doigt, au-delà de publier des promesses vides sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de plus de plans. Vous devez cesser de vous anesthésier avec eux et agir. Personne ne viendra vous sauver du poids de vos propres décisions. Personne ne portera le fardeau de vos jours gaspillés. Briser cette illusion, c'est accepter que toute croissance durable est rugueuse, inconfortable et surtout lente. Le muscle de la discipline ne s'active pas avec un discours de minuit, ni avec un toast optimiste. Il se renforce lorsque vous maîtrisez la paresse qui vous presse chaque matin, lorsque vous choisissez le chemin inconfortable, même si personne ne vous applaudit, lorsque vous renoncez à la validation instantanée et travaillez sans témoin. Le premier grand pas n'est pas de rêver grand, c'est de cesser de vous mentir en petit. Chaque fois que vous vous dites « demain je commence »,« maintenant c'est bon, cette année sera différente » et que vous n'agissez pas immédiatement, vous renforcez seulement la fracture interne qui vous maintient tel quel. Le stoïcisme ne vous offre pas de bonbons ni de phrases pour Instagram. Il exige autopsie et action. Autopsie pour disséquer sans pitié vos habitudes et défauts. Action pour les remplacer par des décisions concrètes, même si cela fait mal, même si c'est inconfortable, même si personne ne le voit. Le pire mécanisme mental que vous pouvez traîner est la recherche d'une motivation externe. Si vous continuez à attendre le moment parfait, l'environnement adéquat, la compagnie idéale, vous allez rester bloqué. Le changement commence lorsque vous cessez de négocier avec vous-même, lorsque vous cessez de procrastiner et agissez même si vous n'en avez pas envie. La discipline est la seule preuve de respect de soi. Cessez de chercher un signal de départ à l'extérieur. Vous êtes déjà en course, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant, pas d'autre énergie que celle que vous générez par l'effort. Si vous continuez à attendre la transformation instantanée, vous ajouterez simplement une autre dette émotionnelle à la liste.
L'année ne vous offrira rien. Ce que vous ne conquérerez pas par votre action brutale et soutenue ne sera tout simplement pas à vous. Personne ne se souvient des intentions, seulement des faits. Le changement réel est le résultat de centaines de petites batailles silencieuses où personne ne vous félicite, mais votre caractère se renforce. Si vous ne brisez pas l'illusion du changement instantané, la seule chose que vous changez est l'excuse avec laquelle vous vous trompez. 2. Prends la responsabilité totale dès aujourd'hui. Tu te réveilles et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, même si ton corps réclame encore 5 minutes de sommeil. Ton doigt glisse sur les messages, les notifications, l'agenda de la journée. Au fond, tu sais que ce geste est un mécanisme d'évasion. Tu repousses l'inconfort de te confronter à toi-même, à tes tâches en attente, à ce que tu devrais vraiment faire aujourd'hui. La routine t'entraîne, les excuses s'infiltrent dans ton esprit avant même que tu ne te laves le visage. Et là, dans cet espace minuscule entre l'impulsion de rester en mode automatique et la possibilité de faire quelque chose de différent, commence la vérité inconfortable. Ce que tu fais dans ce premier moment de la journée dit déjà, sans mots, combien de contrôle tu as sur ta propre vie. Ce n'est pas le nouvel an, ce n'est pas un nouvel agenda, ce n'est pas le discours motivationnel que tu as entendu hier soir. C'est cette décision silencieuse, presque invisible, de regarder ou de ne pas regarder le téléphone, de te lever ou de reporter le réveil, de prendre une action ou d'inventer une excuse. La responsabilité totale n'est pas un slogan, c'est une condamnation auto-imposée. Cela signifie que tu cesses de blâmer l'environnement, le manque de temps, tes parents, le travail, la génétique, le mauvais temps, l'économie ou ton partenaire. Cela implique d'accepter que le poids de ce que tu n'as pas accompli jusqu'à aujourd'hui t'appartient et à personne d'autre. Ça sonne dur parce que c'est le cas. Assumer la responsabilité totale signifie que tu n'as personne à qui te plaindre si ta vie ne bouge pas. Le mécanisme mental le plus confortable est de se victimiser, de chercher des coupables externes, de construire la narration selon laquelle tout irait mieux si le monde coopérait un peu plus avec toi. Mais cette histoire ne fait que prolonger la dette envers toi-même, augmenter l'inertie, te maintenir petit. Tu ne peux pas entraîner le muscle de la discipline si chaque fois que tu échoues, tu as besoin d'un coupable externe pour te sentir en paix. La maturité stoïque arrive lorsque tu acceptes que ton niveau de vie, ton caractère, ta réalité sont la somme de tes décisions et de tes omissions accumulées. Rien de plus, rien de moins. L'esprit a une capacité experte à négocier avec lui-même. Il commence par justifier la paresse. J'ai le droit de me reposer aujourd'hui. Ce n'est pas grave si je le fais demain. L'année vient à peine de commencer, il y a encore du temps. C'est un filtre qui déforme la perception, un piège de confort pour anesthésier le remords. Mais la responsabilité totale n'admet pas de négociation. Elle ne fait pas de remise émotionnelle. Tu es obligé de te regarder sans fioriture, de te demander si ce que tu fais chaque jour contribue vraiment à la personne que tu dis vouloir devenir. Personne ne va te pardonner tes jours gaspillés, personne ne va compenser les conséquences de tes actes. Tu es ton propre créancier et ton propre débiteur. Le conflit le plus profond surgit lorsque tu découvres qu'une partie de toi veut avancer et qu'une autre résiste de toutes ses forces. L'esprit cherche des raccourcis, rationalise la médiocrité, invente des arguments pour reporter l'essentiel. C'est ici que la responsabilité totale entre en jeu. Lorsque tu assumes que le coût de ne pas agir, tu le paies seul, et que chaque excuse est un investissement négatif dans ton propre avenir. Il n'y a pas d'acte de souveraineté plus grand que de cesser de chercher des complices pour tes renoncements. Le jour où tu acceptes que personne ne vient te sauver, cesse d'être terrifiant et devient libérateur. Personne d'autre ne porte tes chaînes, personne d'autre ne paie tes factures. Pose-toi la seule question qui compte. Vas-tu continuer à négocier avec ta propre faiblesse ou vas-tu assumer le prix complet de ta vie? La transformation ne commence pas lorsque le calendrier change. Elle commence lorsque tu décides de porter le poids de tes propres choix. Le pouvoir réside dans l'acceptation de tout, même de ce qui fait mal.
responsabilité totale dès aujourd'hui. Parce que le jour où tu t'appropries tes résultats, tu cesses d'être l'otage de tes excuses. 3. Fais une autopsie honnête de tes échecs. Je vais être honnête, il n'y a rien de plus inconfortable que de s'asseoir pour examiner ses propres échecs quand personne ne t'y oblige et que tout ton instinct crie de chercher une distraction. Il y a des jours, en particulier ceux qui suivent une promesse brisée ou une matinée gâchée, où je préférerais me justifier, chercher des excuses externes, blâmer la fatigue ou même inventer une explication convaincante pour ne pas faire face à ce qui a mal tourné. Mais si je prends le temps d'analyser ce qui m'a réellement freiné année après année, ce ne sont pas les circonstances, ni le manque de soutien, ni le temps, ni l'économie. Ce sont mes propres décisions mal prises, mes habitudes tolérées en silence et surtout ma capacité presque automatique à édulcorer la réalité quand elle me met mal à l'aise. Le plus grand piège n'est pas d'échouer, mais de déguiser l'échec, de le cacher derrière des mots doux ou un faux optimisme. L'autopsie honnête des échecs est un exercice brutal, car elle implique de démonter non seulement le résultat, mais toute la chaîne de petites concessions antérieures, cette négociation interne dans laquelle je sors toujours, d'une certaine manière, innocent dans ma version des faits. Si je prends du recul et que je dissèque un échec concret, une habitude abandonnée, un objectif reporté, une promesse vide, la première chose qui apparaît est le schéma. Ce n'est jamais un accident isolé. Il y a toujours des signaux préalables, de petits renoncements quotidiens qui s'accumulent jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Le mécanisme fonctionne généralement ainsi. Face à l'inconfort, l'esprit active un filtre qui minimise le manque, rationalise la paresse ou reporte l'autocritique avec l'argument que « je vais le revoir plus tard ». Mais ce plus tard arrive rarement. La véritable cause réside dans la tolérance à l'auto-tromperie, dans la capacité à négocier ses propres standards à la baisse. Peu de choses détruisent plus rapidement le caractère que de s'habituer à justifier chaque échec comme s'il était mineur. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le répètes demain, et ce que tu répètes te définit. L'autopsie honnête exige de déconnecter ce filtre et de tout regarder avec brutalité. Où j'ai échoué, quand j'ai commencé à céder, quelle justification je me suis donnée sur le moment, et surtout, quel bénéfice caché j'ai obtenu à ne pas faire d'effort. Ici, le réconfort n'est d'aucune utilité, seule la dissection froide et crue. L'échec n'est pas un accident, c'est une accumulation d'excuses. Si tu répètes le cycle, le résultat ne change jamais. La prochaine étape, encore plus inconfortable, est de retracer la conséquence. Chaque fois que tu permets une incohérence, même petite, tu introduis une fracture dans ton propre respect. Ce n'est pas seulement l'objectif non atteint qui pèse, mais le précédent psychologique. Ton esprit apprend qu'il peut négocier avec tes standards. L'autocritique sans anesthésie révèle que le plus grand dommage de chaque chute ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à ce point exact où tu cesses de croire en toi-même. Si chaque échec est rapidement couvert ou ignoré, le mécanisme se renforce. C'est ici que tu dois choisir entre le confort de la négation et la discipline de la vérité. L'autopsie honnête n'est pas une cérémonie de culpabilité, mais un entraînement de rigueur mentale. Le caractère se construit en examinant sa propre faiblesse sans pitié, mais avec l'intention de ne pas répéter le schéma. L'excuse que tu utilises aujourd'hui sera la dette que tu paieras demain. Il n'y a pas d'échappatoire. De cette analyse émergent deux décisions fondamentales. Premièrement, identifier l'échec sans fioriture. Deuxièmement, définir l'action corrective sans attendre que la motivation revienne ou que l'environnement soit favorable. Chaque autopsie est une carte des routes que tu ne dois pas reprendre. L'honnêteté radicale est inconfortable, mais c'est le seul chemin vers la véritable souveraineté personnelle. Si tu ne peux pas faire face à tes échecs, sans les adoucir, sans te victimiser, sans chercher un réconfort facile, tu ne pourras pas non plus construire une discipline solide. Prends la responsabilité de chaque point faible exposé et transforme l'inconfort en base de ta prochaine décision.
L'autopsie honnête est le test ultime de maturité. Là où la plupart cherchent refuge dans la négation, le stoïque trouve du matériel pour sa reconstruction. Si tu veux une année différente, commence par démonter, pièce par pièce, la machinerie de ton propre auto-tromperie. 4. Agis en silence, sans chercher d'approbation. Une silhouette se déplace parmi la foule comme si elle n'existait pas. Les pas fermes, le regard fixé au sol, évitant le croisement de regards qui cherchent complicité ou le sourire facile qui demande reconnaissance. Dans la main, une petite clé, presque cachée, symbole d'une décision prise en secret. Il y a quelque chose dans cette démarche contenue qui trahit une intention. Elle ne cherche pas d'applaudissements, ne cherche pas de témoins. Elle avance simplement, portant la détermination comme un poids invisible qui se ressent dans la tension des épaules et la sérénité du visage. Le brouhaha autour insiste pour attirer l'attention, pour célébrer chaque geste public, pour transformer tout objectif en un spectacle partagé. Mais celui qui comprend la valeur de l'action silencieuse sait que le vrai travail se construit loin des caméras et des commentaires, là où la seule voix qui compte est la sienne. Agir en silence n'est pas se cacher, c'est choisir le terrain où tes décisions n'ont pas besoin de combustible externe. Chaque fois que tu annonces tes objectifs en attendant des réactions, tu ouvres la porte à une dette émotionnelle. Les yeux des autres deviennent des juges et ta motivation devient l'otage de leurs attentes. L'habitude de publier des intentions est un piège sophistiqué. Elle te récompense avec une dose rapide d'approbation, mais elle te vole la faim d'avancer quand personne ne regarde. Le véritable progrès se produit dans l'ombre des petits actes, dans cette routine inconfortable qui n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Quand personne ne célèbre ta discipline, c'est là que le caractère se forge réellement. Le mérite ne réside pas dans la promesse publique, mais dans la constance privée. Observer ceux qui font de l'annonce une habitude révèle un schéma clair. L'enthousiasme initial s'épuise rapidement. L'énergie se disperse en commentaires et en likes, et ce qui semblait être un engagement solide s'effondre dans la première semaine. L'environnement récompense l'apparence d'effort bien avant l'effort réel. C'est pourquoi choisir le chemin de l'action silencieuse est un acte de rébellion contre le bruit de l'époque. Il y a quelque chose d'à peine subversif à se lever tôt, à suivre sa routine, à écrire, à s'entraîner, à lire, à s'améliorer, sans que personne ne le sache, sans photo, sans récit. Le muscle qui s'entraîne en privé est le seul qui ne s'atrophie pas lorsque la motivation disparaît. Fais-le en silence, la discipline n'a pas besoin de témoins. Cette phrase courte suffit à te rappeler que la véritable transformation ne sera jamais un spectacle. Le premier mois de l'année est une scène saturée de promesses publiques, de nouveaux agendas remplis d'intentions, des publications sur des objectifs, des confessions de changements radicaux partagées entre rire et complicité superficielle. L'air sent l'attente, mais en dessous, la plupart ne veut que la sensation d'avancement, pas l'avancement lui-même. C'est pourquoi celui qui choisit de se taire et d'agir construit un avantage silencieux. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à maintenir une image, tu investis chaque minute dans des faits concrets. L'inconfort d'agir sans applaudissements est le filtre qui sépare ceux qui changent réellement de ceux qui ne décorent que la façade. Chaque nuit, pendant que les autres cherchent validation, ta seule question doit être si tu as respecté tes propres standards, pas si quelqu'un l'a vu. La force personnelle se fonde sur des actions que personne n'observe, sur des décisions inconfortables prises sans témoin ni excuse. L'estime de soi ne se fabrique pas avec des éloges extérieurs, mais avec le souvenir des fois où tu as choisi ce qui était difficile quand il était plus facile de céder. Le silence est le terreau fertile de la discipline. Tu n'as pas besoin d'un public pour soutenir tes mouvements. Tu as besoin de cohérence quand tu es le seul témoin. La nouvelle année récompense les discrets, ceux qui travaillent sous la surface,
ceux qui transforment chaque jour en un investissement silencieux dans leur propre transformation. Si tu cherches un changement réel, disparais du radar des autres et fais de l'anonymat ton avantage. Il n'y a pas d'applaudissement plus précieux que celui de ta propre conscience quand tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne le célèbre. 5. Profite de l'inertie collective à ton avantage. Profite de la stupidité collective où tu seras entraîné par elle. C'est aussi simple que ça, aussi brutal. Janvier est la haute saison de l'auto-tromperie et des promesses vides. Mais c'est aussi le seul moment de l'année où l'environnement, bien que rempli de fausses intentions, déploie une énergie massive vers le changement. Si tu ne comprends pas comment tirer parti de cette inertie, tu seras englouti par le tourbillon des excuses des autres et des tiennes. La plupart jouent à commencer, mais seuls quelques-uns transforment l'élan général en véritable avantage. Pendant que tout le monde partage ses résolutions à voix haute et se dégonfle en silence, tu as l'opportunité d'utiliser le courant à ton avantage, non pas comme une anesthésie, mais comme un accélérateur. Le secret ne réside pas dans le fait de se fondre dans la foule, ni de chercher refuge dans l'enthousiasme collectif, mais d'être brutalement sélectif. Absorbe l'énergie de l'environnement, mais n'adopte pas sa médiocrité. Ne viens pas te justifier en disant que la motivation est un mensonge ou que l'euphorie de janvier est passagère. Bien sûr que c'est le cas, mais seul un idiot refuse de profiter du vent en sa faveur, même s'il sait qu'il s'arrêtera ensuite. Il ne s'agit pas de dépendre de l'environnement, mais de l'exploiter tant qu'il dure et ensuite de continuer à pédaler quand tout le monde a déjà lâché le guidon. La différence entre avancer et stagner réside dans ce que tu fais, quand tous ceux qui t'entourent commencent à céder. C'est le seuil où se sépare celui qui agit de celui qui fait seulement semblant. Ne te trompe pas, si tu te laisses entraîner dans la même courbe descendante que les autres, ce cycle où tout le monde abandonne au bout de 2 semaines, tu n'as pas le droit de blâmer qui que ce soit d'autre. Tu le savais et pourtant tu t'es laissé emporter. L'inertie collective est un outil, pas une excuse. Tu ne viens pas ici pour attendre que l'environnement te facilite le chemin, mais pour utiliser chaque particule d'énergie ambiante comme levier, sans devenir dépendant d'elle. La plupart ont besoin du bruit extérieur pour se sentir vivant. Toi, tu as besoin de résultats. Vas-tu laisser la fatigue des autres dicter quand tu t'arrêtes? Si l'environnement s'éteint, tu continues. Si la motivation meurt, ta discipline la remplace. Tu n'es pas le produit de la masse, tu es l'architecte de ta force. Ne parle pas, n'explique pas, ne demande pas la permission. Agis pendant que tout le monde se distrait dans l'euphorie et continue quand la fête est terminée et qu'il ne reste que l'écho des promesses non tenues. Cette saison met à l'épreuve ton tempérament. L'environnement t'invite à tomber dans l'auto-apitoiement lorsque la nouveauté s'estompe, à chercher des excuses lorsque la fatigue pèse, à normaliser la médiocrité parce que tout le monde la pratique. N'achète pas ce billet. Chaque fois que tu cèdes au rythme collectif, tu renonces à ton avantage silencieux. Si tu utilises l'inertie externe seulement comme élan initial et que tu lâches ensuite du lest, tu deviens le genre de personne qui n'a pas besoin que le monde soit d'accord pour avancer. La foule endort, la discipline réveille. Choisis l'inconfort de rester debout quand les autres sont déjà assis. Rends-le inconfortable pour toi-même de laisser les choses inachevées. Rends-le intolérable de suivre la tendance d'abandonner parce que tout le monde le fait. Utilise le démarrage collectif seulement comme carburant, mais n'oublie pas, la véritable course commence quand la foule se disperse et que le silence revient. Là, en l'absence de témoins, tu te définis. Janvier est le filtre, pas le raccourci. Si tu profites de l'inertie collective avec intelligence, tu te places en avant pendant que les autres comprennent à peine que le jeu a déjà commencé. Ne te dilue pas dans la masse. Arrache à tous le seul avantage qu'ils offrent, l'élan initial. Ensuite, le travail est uniquement le tien. 6. Maintiens la discipline quand la motivation meurt. La motivation est une visite fugace. Elle ne reste jamais assez longtemps pour fonder une nouvelle vie sur sa présence. Personne ne veut l'entendre, mais c'est la vérité la plus crue.
Si tes progrès dépendent de ressentir de l'enthousiasme ou de l'énergie, tu es condamné à répéter l'abandon dès que l'émotion s'estompe. Le mécanisme interne est toujours le même. Tant que la nouveauté pousse, l'esprit coopère, il s'illusionne même sur son propre potentiel. Mais dès que la fatigue, l'ennui ou le moindre inconfort apparaissent, le filtre de l'auto-justification s'active. À l'intérieur, surgit le conflit essentiel. Une partie de toi exige la continuité. L'autre cherche n'importe quelle excuse pour se débarrasser du fardeau. L'épuisement n'est pas physique, il est mental. C'est le poids de tenir une promesse quand plus personne ne la célèbre, quand la monotonie commence à ronger l'élan initial. Maintenir la discipline dans ce vide de reconnaissance est le véritable filtre du caractère. Soyons clairs, la motivation n'a jamais été une stratégie, c'est à peine un état d'esprit. Et les états d'esprit sont aussi stables que le sable dans la main. Si tu te surprends à négocier avec toi-même chaque matin, si tu remarques que ton esprit commence à te proposer des rabais émotionnels, juste aujourd'hui je me repose, demain je reprends le rythme, j'ai déjà fait assez, c'est parce que l'enthousiasme s'est déjà évaporé et qu'il est maintenant temps de payer le prix réel du changement. La plupart abandonnent à ce seuil, non pas parce que la tâche est impossible, mais parce qu'elle devient insipide, inconfortable, étrangère aux applaudissements. Le calendrier n'a pas de compassion, pas plus que la vie. Personne ne va te rendre les jours où tu as cédé à la paresse juste parce que l'éclat de la nouveauté a disparu. C'est ici que se séparent ceux qui transforment leur identité de ceux qui ne changent que d'agenda. Le mécanisme psychologique est brutalement honnête. Chaque fois que tu restes ferme en l'absence de motivation, tu renforces le muscle de la souveraineté personnelle. Chaque fois que tu cèdes, ton standard descend d'un échelon et ton estime de soi s'affaiblit un peu plus. Maintenir la discipline quand l'enthousiasme meurt, c'est comme payer une dette que personne ne te réclame, mais qui pèse sur la conscience si tu l'ignores. Le véritable changement se produit à ce point de friction, quand l'esprit cherche une issue et que tu décides de la fermer. Ce n'est pas de l'héroïsme ni de l'inspiration, c'est une décision froide. Aujourd'hui, je m'acquitte de ma promesse, non pas parce que je le ressens. Je n'ai pas besoin de motivation, j'ai besoin de cohérence. Le conflit interne lors de ces jours gris révèle qui commande dans ta vie. Si tes actions sont dictées par des émotions changeantes ou par des règles qui ne se négocient pas. L'élan émotionnel peut te lancer, mais seule la discipline te mène à la transformation. C'est l'entraînement quotidien. Se lever quand tu préférerais remettre à plus tard, accomplir quand personne ne regarde, te maintenir quand le monde a déjà oublié ses propres promesses. Les petites décisions inconfortables, répétées en silence, te transforment en quelqu'un qui peut avoir confiance en soi même lorsque l'enthousiasme n'est qu'un lointain souvenir. Fais ce qui est juste, même sans envie. C'est la frontière entre la fantaisie du changement et la réalité de l'amélioration. Chaque fois que tu maintiens la discipline sans motivation, tu crées un fossé entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. C'est le travail invisible qui, avec le temps, fait que la difficulté devient naturelle et que la constance cesse d'être une lutte pour devenir une partie de ton identité. Quand tu comprends cela, tu cesses de dépendre du calendrier, de l'euphorie collective ou de la reconnaissance externe. Tu n'es plus otage de tes états d'esprit. La seule chose qui te soutient, c'est ta parole. Et cela suffit. La discipline est le contrat silencieux que tu signes avec toi-même quand personne d'autre ne regarde. C'est la seule garantie que lorsque la motivation mourra, et elle meurt toujours, tu continueras d'avancer. 7. Définissez des règles internes non négociables. Vous vous tenez devant le réfrigérateur, la porte entrebâillée, la lumière blanche illuminant la cuisine silencieuse alors que tout le monde dort. Vous avez dit qu'après le dîner, vous ne prendriez que de l'eau, qu'il n'y aurait plus de permis, que c'était votre nouvelle règle. Mais vous êtes là, en train de négocier. Un biscuit, juste un, demain je compense. Le mécanisme est presque automatique. L'esprit cherche la faille par où s'introduire, fabrique des exceptions, rationalise la petite trahison.
et ce même schéma se répète sur le téléphone vérifié à minuit, lors de l'entraînement sauté par fatigue, dans l'excuse répétée de « je commence sérieusement lundi ». Si vous analysez froidement, vous verrez que l'absence de règles internes solides est la principale raison pour laquelle vos intentions s'évanouissent avant la 2e semaine. Sans des normes non négociables, tout élan se dilue à la première contrariété et votre respect de soi en paie le prix. Les règles internes non négociables ne sont pas de belles phrases ni des intentions vagues. Ce sont des limites claires qui ne se brisent pas, même lorsque personne ne regarde. L'objectif n'est pas de devenir rigide ou inflexible, mais de créer un cadre mental qui réduit la fatigue de décider à chaque étape, éliminant l'option de céder à la tentation du moment. Quand l'esprit sait qu'il y a des lignes à ne pas franchir, l'énergie qui était auparavant gaspillée dans des négociations internes est libérée pour ce qui compte vraiment: agir. Sans ces règles, chaque décision devient une bataille, et la fatigue de tant de micro-décisions vous rend vulnérable juste au moment où vous avez le plus besoin de fermeté. C'est un mécanisme de protection contre votre propre auto-tromperie, un filtre qui sépare ce que vous avez promis de ce que vous tolérez réellement. L'erreur commune est de compter sur la volonté comme si c'était une ressource inépuisable. Mais la réalité est autre. La volonté fluctue, la motivation s'éteint et l'environnement coopère rarement. La seule chose stable est le système de règles internes que vous décidez de respecter sans exception. C'est pourquoi le véritable progrès ne dépend pas d'avoir des jours parfaits, mais d'avoir des normes non négociables les jours imparfaits. Votre parole envers vous-même est le seul contrat qui compte. Cette phrase est simple, mais elle renferme toute la logique du stoïcisme. Vous pouvez décevoir n'importe qui, sauf la version de vous-même qui décide froidement et agit avec passion. La conséquence de ne pas avoir de règles est prévisible. Chaque fois que vous cédez, votre caractère s'érode. Ce n'est pas le biscuit, ni l'alarme repoussée, ni l'entraînement manqué. C'est le précédent interne que vous laissez installer. Le cerveau apprend vite quel est votre véritable standard et il le reproduit. La mise en œuvre exige de la rigueur et du détail. Un simple « je vais mieux manger » ou « je vais faire de l'exercice » ne suffit pas. Une règle non négociable est concrète. Je ne mange pas après 8 heures. Je ne consulte pas mon téléphone avant de prendre ma douche. Je ne me couche pas sans avoir respecté ma routine minimale, même si c'est inconfortable. Le truc est de concevoir peu de règles, mais strictes. Trop de normes dispersent l'attention et finissent par s'effondrer en chaîne. Peu, strictes et respectées quoi qu'il arrive. Ici, il n'y a pas de place pour des exceptions déguisées en auto-soin. Chaque exception est une fracture dans la structure. Mieux vaut une seule règle respectée à la lettre que 10 promesses brisées chaque semaine. Le processus est direct. Définissez la ligne, répétez-la chaque jour, respectez-la dans toutes les conditions. Lorsque l'esprit commence à négocier, rappelez-vous la seule question valable. Quel type de personne veux-je être quand personne ne regarde? La réponse n'admet pas de rabais. La discipline est une question d'identité, pas de motivation. Ainsi, lorsque vous arriverez à ce moment inconfortable, la nuit devant le réfrigérateur, le téléphone brillant dans l'obscurité, la tentation de céder, vous ne serez plus en train de décider, vous serez juste en train de confirmer la personne que vous vous efforcez de devenir. La différence est faite par ces règles invisibles qui soutiennent votre comportement lorsque la motivation est partie et que l'environnement n'applaudit pas. Si vous voulez une année différente, commencez par définir les lignes internes que vous ne franchirez pas, puis respectez-les comme si votre vie en dépendait. Parce qu'au niveau du caractère, c'est exactement cela. 8. Réalisez une action difficile chaque jour. Je l'admets, il y a des jours où je me réveille, et la première chose que je ressens est une résistance silencieuse, une sorte de lourdeur dans la poitrine quand je pense à la tâche que je crains le plus d'affronter. Cela peut être aussi simple qu'une conversation inconfortable que je remets à plus tard, un appel qui pèse à cause de tout ce qu'il implique, l'entraînement que je déteste parce qu'il révèle à quel point je suis encore faible, ou m'asseoir pour écrire cette page qui ne coule pas et qui expose toutes mes limites. Le corps le sait avant l'esprit.
La gorge se serre un peu, la mâchoire se tend. Les pensées cherchent une issue, n'importe quelle excuse pour retarder l'affrontement. Ce n'est pas de la peur au sens classique, c'est le reflet appris d'éviter tout ce qui exige un effort hors du commun. Mais si je laisse ce mécanisme dominer, la journée m'échappe dans des engagements mineurs, dans de petites tâches qui ne servent qu'à éviter la seule action qui pourrait vraiment faire avancer les choses. Ce qui est le plus difficile apparaît toujours en premier dans la liste mentale, mais reste souvent non coché, et cela constitue une fracture quotidienne dans le respect de soi. Il ne s'agit pas d'un grand exploit, ni de promettre des révolutions personnelles chaque matin. Je parle d'une seule action, concrète, inconfortable, qui chaque jour défie le muscle de la volonté. Le principe est brutal. Le changement ne se construit pas avec des intentions douces, mais en accumulant de petites victoires sur la partie de soi qui cherche toujours refuge dans la facilité. La journée se divise entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire, et presque toujours, ce qui vous coûte le plus est ce qui vous transforme le plus. Le problème est que le cerveau apprend vite à négocier. Il vous murmure que ce n'est pas le bon moment, que demain vous aurez plus d'énergie, que ce n'est pas grave si vous remettez à plus tard. Mais chaque fois que vous cédez, vous renforcez la programmation de l'évasion. Faites une chose difficile par jour et vous verrez de quoi vous êtes fait. C'est la phrase que je me répète quand le confort veut me séduire. La scène est simple. La liste des tâches sur la table, le téléphone à portée de main, la respiration un peu plus courte quand vous regardez la tâche que vous évitez. Parfois, il suffit de mettre ses baskets pour aller courir. D'autres fois, c'est d'écrire le premier paragraphe, de composer ce numéro, de dire à voix haute ce que vous gardez silencieux depuis des jours. Il n'y a pas d'épopée, juste une gêne palpable. Le pouls s'accélère, la sueur apparaît dans les paumes. L'esprit propose des alternatives plus simples, répondre aux emails, nettoyer la maison, vérifier les messages, mais vous savez que ce sont des distractions. Le moment clé est cette seconde entre décider et agir, où tout votre système interne veut reculer. Si vous parvenez à franchir ce seuil, même une seule fois par jour, vous démontez l'habitude de fuir. Vous n'avez pas besoin de faire 10 choses héroïques, juste une qui vous dérange vraiment. La différence entre ceux qui construisent une année différente et ceux qui répètent le cycle de l'abandon se trouve juste là, dans la capacité à choisir le chemin inconfortable chaque jour, sans attendre de vous sentir prêt. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de collectionner des actions parfaites. Il s'agit de défier l'auto-tromperie, de vous prouver que vous pouvez exécuter ce qui vous déplaît le plus, même en dose minimale. Chaque jour où vous réalisez une action difficile, vous devenez quelqu'un un peu moins gouverné par la paresse, un peu plus maître de votre destin. L'inconfort est le prix de votre souveraineté. L'action inconfortable est le nouveau standard du respect de soi. Ce n'est pas un slogan motivationnel, c'est la seule garantie que l'année ne vous échappera pas entre des excuses élégantes et des justifications raisonnables. Si aujourd'hui vous décidez de cocher la tâche la plus difficile, même si la voix tremble, même si le corps proteste, vous aurez fait en une seule action ce que la plupart des gens ne parviennent pas à faire en un mois, briser l'habitude de fuir de vous-même. Cela et seulement cela est le véritable début de toute transformation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un